Donc maintenant, nous donnons la parole à Ali Aït Abdelmalek qui va faire un point de synthèse. Et j'ai réuni les intervenants qui se sont exprimés ce matin pour que vous puissiez éventuellement, si vous le souhaitez, leur poser des questions sur ce qui s'est dit ce matin. Alors, je vous remercie beaucoup. À toi, Ali. Merci. Bon, allez. Donc on va essayer de remplir cette émission le moins mal possible. Et là, j'ai en plus la justification du caractère abusif de la synthèse, étant donné donc le temps qui est imparti. Mais néanmoins, je vais quand même prendre 5 secondes pour remercier, comme il se doit, donc, la puissance habitante. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, et parfois amis, chère madame la présidente, Anne-Marie, présidente d'Université Singulier, et bien entendu, j'associe à ces remerciements donc l'ensemble de l'association, donc les responsables et les membres d'Université Singulier, donc pour le choix du thème du colloque. Chacun croit en fait, spontanément, que la violence a augmenté. Objectivement, rien n'est moins sûr. Subjectivement, c'est par contre une évidence. Il y a eu une augmentation de la représentation sociale de l'augmentation de la violence. Autre élément, chacun pense que, en termes d'opinion sur la violence, à partir d'une hypothèse commune aujourd'hui, et pas uniquement dans la tête de ce qu'on appelle classiquement les savants, chacun pense que la violence ne serait que le résultat de transformations sociales, et en particulier de transformations sociales qui affectent le milieu du travail, les milieux donc de l'entreprise ou des institutions. Alors on a eu un certain nombre d'interventions, et au moment où je suis arrivé, Astrid venait juste de commencer. Donc ma collègue et amie du SIAPS, donc laboratoire pluridisciplinaire, donc de Rennes 2, a eu raison d'insister sur le fait que l'alternative est au final relativement simple. Je reprends ces termes. Changer les conditions de travail ou changer les personnes, c'est-à-dire changer de salarié. Et elle a bien fait aussi de centrer son propos en tant que psychocriminologue sur le triple intérêt pour appréhender les questions dont nous avons entendu parler tout au long de la journée, appréhender à la fois la violence, la souffrance, etc., à partir de 3 piliers disciplinaires. Le premier, bien entendu, je commence par la psychologie, sa discipline de prédilection. Le deuxième, la sociologie, excellemment représentée aujourd'hui, et je vous en remercie. Et le troisième, c'est le pilier juridique. On ne peut absolument rien comprendre aux questions qui ont été évoquées, comment dirais-je, ce matin, sans justement une approche, je dirais même pas pluridisciplinaire, je dirais tout simplement transdisciplinaire de la souffrance, etc. et de la violence. Alors, on a eu une intervention dans la foulée, philosophique officiellement, psychologique dans la réalité. On a eu une approche qui a rappelé justement la place de l'individu. Et à très juste titre, eh bien, le processus d'individualisation de la société non seulement a été évoqué, mais il a été évoqué en termes de production sociale et à partir d'une approche, je dirais, socio-historique, donc de l'émergence de la personne dans la société. Alors, juste un tout petit bémol par rapport à cette intervention. Donc, là aussi, ont été évoqués les gens de bras, les gens de peu, opposés, là, je crois, de manière un petit peu excessive, un peu rapide, à la bourgeoisie. Non, les gens de bras, les gens de peu, étaient opposés aux gens de corps. Corps, c'était être membre, avoir le droit d'être membre d'une corporation, c'est-à-dire d'exercer un métier officiel et donc validé par
le roi. Et quand on avait droit au corps, eh bien on avait tous les droits et tous les devoirs liés à l'appartenance à l'un ou l'autre des groupes, donc des corporations. Concernant les causes de la violence, évidemment, chacun a en tête à la fois les causes exogènes et des causes plus endogènes, donc plus centrées sur la personne, l'individu, que ce soit le harceleur ou le harcelé. Et ce que je retire personnellement d'emblée de cette matinée, très riche, très dense intellectuellement, eh bien c'est la nécessité de bâtir un vrai concept, c'est-à-dire un vrai outil d'analyse et de compréhension, concept de violence, que j'avais eu l'occasion, il y a quelques années, de présenter. J'avais présenté une communication où j'avais parlé de concept mou concernant le concept de violence. Et je pense, par exemple, que quand on a évoqué la banalité du mal, effectivement, à juste titre, après Hannah Arendt, la banalité du mal renvoie effectivement à la banalité du bien, s'oppose à la banalité du bien, mais en aucun cas à la banalité de l'usage de la notion de violence comme concept flou. Florence Simon, cadre de santé, a témoigné, et je la remercie en votre nom aussi, d'avoir donné à voir et à entendre les conditions de travail dans le champ sanitaire de manière aussi précise, aussi argumentée. On pourrait presque dire ethnographique. Et je la remercie d'avoir préféré la valeur du jugement au jugement de valeur. Son propos nous rappelle premièrement l'étymologie du mot travail, du latin tripalium, engin de torture, mobilisé au Moyen-Âge pour écarteler les membres des personnes torturées. Elle nous a rappelé qu'on peut vouloir, dans sa vie professionnelle, prendre soin des personnes, et en même temps subir justement les contraintes et les souffrances dans l'exercice même de cette mission. Je rappelle que les médecins, comme groupe social, sont en train de devenir l'un des groupes les plus concernés par le suicide. Et je pense que ce n'est pas simplement une hypothèse heuristique. C'est aussi, je crois, un constat très difficile et douloureux pour le corps social. Son intervention a confirmé aussi que dans la société moderne, le sens du travail donne un sens à la vie. Quand il y a souffrance au travail, il y a du stress, il y a de l'angoisse. Cette angoisse augmente. Quand elle augmente, eh bien, les psychologues ont très bien défini et analysé les conséquences, justement, de ce stress et de cette angoisse, qui renvoie en tout cas sociologiquement à l'impossibilité de faire des projets d'avenir. L'avenir devient incertain. Parmi les problèmes évoqués par Florence, je voudrais insister sur l'un des effets du double processus qui traverse la société aujourd'hui. Premièrement, l'individualisation et deuxièmement, comme ça a été évoqué par Philippe Blanc, la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire la remise en question de la légitimité des normes et donc des institutions productrices de ces normes. Faut-il rappeler, après Jean-Jacques Rousseau, longtemps après lui, que nous sommes aussi des acteurs sociaux. J'ai particulièrement apprécié la démarche sociologique de mes deux collègues. D'une part, parce que leurs propos étaient incarnés par du terrain. Non seulement ils savaient de quoi ils parlaient, mais ils nous disaient de qui ils parlaient. J'ai apprécié notamment la distinction entre violence interne et externe, et l'approche comparative notamment de Marc Loriol. La perception de la violence dépend effectivement très largement du métier exercé, de l'appartenance à un groupe social. Frédéric a eu l'occasion de montrer la dimension paradoxale, dialectique, dialogique de la violence, et en même temps sa dimension universelle, la dimension universelle de la souffrance. Il a insisté, et je le rejoins tout à fait dans cette posture intellectuelle, il a insisté sur l'importance de la norme dans nos comportements, dans les organisations, dans les institutions. Car il ne faudrait pas oublier dans l'analyse la dimension structurelle et sociétale. Donc, pour essayer de comprendre justement les comportements qu'Alain Raoult a évoqués en termes de machine à détruire. Et ce n'était pas uniquement allégorique quand il a évoqué l'image du bourreau.
du harceleur, qui ne traite pas humainement, et surtout pas à égalité, le harcelé. Le harcelé qui n'est que ravalé à son statut d'objet. Mais plus globalement, les sociologues vous répondraient qu'on a affaire là tout simplement à un rapport social de domination. Et toutes les formes de domination eh bien, fonctionnent de cette manière-là. Les institutions sanitaires, sociales et éducatives ont effectivement deux faces, comme ça a été rappelé. Une pédagogique, et même parfois thérapeutique, et l'autre pathogène, avec des pratiques de manipulation, de harcèlement au quotidien, de rumeurs, de mensonges, de menaces et de calomnies. Aller au travail devient alors une contrainte, un défi, une difficulté aussi physique que mentale. Nous vivons dans une société de droit et la loi doit passer. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et je voudrais simplement vous rappeler ici, que la loi est toujours au service des plus faibles, des moins dotés, en capital économique, en capital social, comme en capital culturel. Erwan Le Besouet a rappelé la dimension institutionnelle de l'analyse des conditions de travail. Isabelle Ganon a évoqué la difficulté de mener de front une vie privée, celle de mère, de famille, et une vie professionnelle. Plus généralement, elle a abordé la question, une question très chère à Aristote, de la distinction nette dans une société démocratique, de la nécessaire distinction entre sphère privée et sphère publique. Elle a rappelé aussi que la rémunération n'était pas que financière, que la rémunération dans le travail est aussi en termes symboliques, en termes de reconnaissance du travail effectué. Et du coup, pour rester dans le temps qui m'est imparti, je vais garder le reste pour les conclusions. Et je voudrais terminer, pour passer la parole à qui veut la prendre, parce qu'il faut qu'elle circule dans cet amphithéâtre avant d'aller manger. Je vais simplement terminer par une phrase que j'ai intégrée, en tout cas dans mes principes à la fois intellectuels de comportement, c'est celle de Gramsci. Tentons, mesdames et messieurs, de corriger le pessimisme du cerveau par l'optimisme du cœur. Je vous remercie. Donc la parole est à la salle. Si vous avez des questions, je fais circuler les micros. On n'a pas beaucoup de temps, donc profitez-en tout de suite et présentez-vous. Et si votre question d'aventure s'adresse à l'un ou l'autre plus particulièrement, si vous pouviez le préciser, ça faciliterait effectivement l'échange. Comme disent les psychologues, d'où vous parlez? Voilà. Bonjour, alors je suis Rémi Gernigon, je suis consultant formateur en santé et sécurité au travail, donc c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. Et par rapport à ce qui a été discuté ce matin, il y a quelque chose qui me parle beaucoup, on parle de l'être humain, de la violence. En même temps, moi j'ai une approche que j'apprécie beaucoup, c'est la psychologie positive. Et en même temps, nous sommes des animaux et on n'a pas tellement abordé le fait que, est-ce que quelque part, dans notre société qui a évolué de telle manière qu'il y a cette violence qui est cruciale, de plus en plus importante, est-ce qu'on n'aurait pas à regarder du côté de l'animal que nous sommes? Qui veut se risquer à répondre à une question dont la complexité n'échappe à personne? Bon, évidemment, il y a toute une image, y compris dans la publicité pour les parfums pour hommes, etc., du manager prédateur. Hein. C'est une image animalière. Mais je pense qu'on aurait tort d'en venir à la fois à des explications en termes d'animaux, etc., parce que ça signifierait quoi? Ça signifierait qu'il y aurait les prédateurs et puis les animaux végétariens. Donc il y aurait une distinction comme ça de nature entre les êtres humains.
Et puis aussi, collaborateur d'en venir à des histoires de vie, c'est la nature humaine, etc. Mais je pense que ce qu'il faut analyser, ce sont les conditions institutionnelles qui rendent possible que, évidemment, des pulsions qui existent chez tout un chacun puissent prendre les formes telles qu'elles prennent dans ces histoires de harcèlement moral et autres. Merci. Question à côté, non ouais, allez-y, madame. Oui, bonjour, Christine Béret. Moi, je voulais remercier le monsieur qui est philosophe et puis monsieur Frédéric aussi, qui est... parce que j'ai trouvé qu'il avait mis l'accent sur quelque chose qui me semble quand même important. Effectivement, il y a des individualités dans l'expression de la violence et qui sont toutes ancrées en général dans un système social aussi. On a une impression malgré tout que si la violence chez l'individu a existé de tout temps, depuis que le monde est monde sans doute, il y a des systèmes qui régulent plus cette expression de la violence, et par contre des systèmes où peut-être, moi j'ai une impression quand même qu'on rentre un peu dans un système comme ça actuellement, où cette violence n'est plus régulée par le système sociologique, voire cette violence et cette compétitivité permanente exacerbe les personnes qui ont un tyran à l'intérieur d'eux qui ne serait peut-être pas exprimé dans un autre système. Moi, c'est ce que je ressens au niveau du travail actuellement, en tout cas. Merci. Qu'en pense le philosophe? Je vais intervenir parce qu'effectivement, on a effleuré la question finalement ce matin du travail en lui-même. On a évoqué un petit peu effectivement la question du travail réel, la question de la coopération, des espaces de coopération, de discussion autour du travail réel. Et effectivement, il y a une question à se poser d'abord, mais c'est quoi travailler? Alors, cette question, enfin, moi, il me semble essentiel qu'on se la pose. C'est pas évident. Est-ce que ça va sans dire, le travail? Je ne crois pas. Effectivement, il y a des gens pour qui pensent par exemple que quand on suit une procédure, ça doit fonctionner, que le travail, c'est faire ce qu'on nous dit de faire, et qui sautent au plafond quand on leur dit que travailler, c'est toujours tricher, c'est toujours frauder. Or, quand on travaille, le travail réel, c'est toujours une fraude, c'est toujours un aménagement, un bricolage pour que ça fonctionne. D'ailleurs, si on suit à la lettre les procédures, ça donne la grève du zèle, plus rien ne fonctionne. Donc travailler, c'est toujours inventer quelque chose pour que ça fonctionne quand même. Et on a effectivement des organisations du travail où il est demandé de plus en plus de faire ce qu'on nous demande de faire. Donc ça passe ou ça casse, c'est-à-dire que ça doit marcher. Et là, effectivement, il y a quelque chose de presque pulsionnel qui revient à la surface, c'est-à-dire que l'espace d'élaboration qu'est le travail réel, parce que c'est un véritable espace d'élaboration, au même titre que le langage, je pense. C'est un lieu où on est là d'accroissement aussi de la sensibilité. Les gens qui travaillent suivant leur métier, suivant à quoi ils sont confrontés, ce sur quoi ils se cassent les dents, il y a un accroissement de la sensibilité. Un instituteur n'a plus le même corps qu'un ouvrier du bâtiment ou, par exemple, de quelqu'un qui conduit un camion poubelle. Quand on reçoit ces personnes-là en consultation, ils vous parlent petit à petit des changements qui ont eu lieu au fond d'eux-mêmes, des changements intimes. C'est-à-dire que le travail, c'est ce qui permet de transformer des tensions qui sont inévitables, puisqu'on se casse les dents sur quelque chose qui coince. C'est-à-dire que tout à l'heure, par exemple, casser les dents sur quelque chose, partir en... non, bon, comment on transforme ça? Et donc, effectivement, on a des organisations du travail où ce qui est mis en avant, c'est la sacralisation de la procédure. Ça peut être la qualité totale, ça peut être le lean management. Vous pouvez avoir des structures aujourd'hui, d'ailleurs c'est un peu la grande hypocrisie, où on met en place à la fois des formations sur les risques psychosociaux et à côté de ça, on met en place le lean management. Bon, et parfois c'est les mêmes organismes, les mêmes consultants qui font le travail. Voilà, donc effectivement on a de plus en plus dans les services des explosions de colère, des décompensations comportementales, ça rentre dans le cadre des pathologies de surcharge, parce qu'effectivement, on ne supporte plus que le réel du travail surgisse, le fait que ça coince, que ça ne marche pas,
Donc vous pouvez avoir par exemple une secrétaire qui se reçoit en pleine figure un classeur parce que son chef de service ne supporte plus effectivement que ça coince, que quelque chose rate. Et à la limite, c'est là qu'on a aussi cette réinterprétation de quelque chose qui est de l'ordre de la dispute professionnelle, normalement, du conflit nécessaire dans le travail, une réinterprétation de ce moment où ça coince en quelque chose qui va être de l'ordre du conflit personnel, de l'agression. Il m'en veut, il le fait exprès, il me met des bâtons dans les roues. Avec des stratégies managériales, parfois qui viennent renforcer ça. Sur une plateforme d'appel, j'avais une salariée d'une plateforme d'appel qui me disait que effectivement ils organisent des soirées, des pots, il y a une espèce de management qui s'appuie sur tout ce qui est ludique, c'est-à-dire qu'on fait de la cohésion pour faire de la cohésion. Là-dessus, on peut rajouter aussi une charte de cordialité, par exemple. J'ai vu dans le dossier qu'il y a une charte de cordialité. Voilà, quand on est dans ce type de stratégie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on renforce? Est-ce qu'on permet finalement de prendre, finalement d'apprivoiser le réel du travail, de savoir y faire, ou est-ce qu'au fond, on rend le réel du travail insupportable lorsqu'il surgit? Et là, il y a quelque chose de pulsionnel, effectivement, qui peut à ce moment-là surgir. C'est-à-dire que et les situations de harcèlement, effectivement, qui peuvent ensuite en être pour moi, une des conséquences, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose d'insupportable, l'autre, à la limite, celui qui harcèle se sent harcelé par l'autre. Enfin, on n'en finit jamais. Merci beaucoup pour cette réponse argumentée et complète. Alors, Yves Parent-Antoine. Bonjour. C'est bon? Oui. Oui, Parent-Antoine, je suis psychologue, psychothérapeute et expert à la Cour. Je voulais revenir, moi, sur la dimension juridique et politique, parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment appuyé, peut-être, sur cette dimension. Parce que, pour reprendre votre propos de tout à l'heure sur générer le travail, enfin, qu'est-ce que le travail? Je trouve que la première dimension du travail, au-delà d'une source, enfin, par le biais d'une ressource, c'est de générer du loisir. Et donc de l'ailleurs. Vous disiez tout à l'heure, un des intervenants disait cultiver son ailleurs. Je crois que la première dimension du travail, par le fait de sa rétribution, c'est de donner de l'ailleurs possible. Regardez ce dont on parle actuellement, de ce qui se passe en Allemagne. Ils vont mettre un SMIC à 8 euros pour que les personnes arrêtent d'être rétribuées 2 euros de l'heure. En Allemagne, c'est tout près de chez nous, 2 euros de l'heure. Et là, on voit bien effectivement l'intervention du politique et du juridique qui vient garantir un minimum de droits, qui vient garantir un ailleurs possible. Parce que quand on gagne 2 euros de l'heure, il faut travailler combien d'heures par semaine? Il reste combien d'heures pour sa famille, pour le soir, pour soi-même? Et c'est aussi présent dans notre institution. Moi qui travaille pour le système judiciaire, notamment, j'ai vu la rétribution d'une de mes activités que je pratiquais depuis 20 ans divisée par 3, par décision politique. Une expertise pénale, aujourd'hui, psychologique, n'a pas augmenté depuis 20 ans. C'est pas de la violence, ça? Merci beaucoup. Là, je propose qu'on garde les autres questions pour cet après-midi. On trouvera bien un moment d'expression et que Astrid et Marc, par exemple, pour avoir les deux éclairages, à la fois psychologique, psychocriminologique et sociologique, pour répondre à l'interpellation donc, de Gilles Parent-Antoine, qui est lui-même psychocriminologue. Astrid? Si j'ai bien compris, l'intervention d'Yves Parent-Antoine, c'était justement pour se décentrer du psychologique et faire appel en fait aux politiques et plus largement au social. Donc du coup, ça me fait le rôle de répondre du côté du psychologique. Du coup, je me redécentre peut-être pour faire le lien entre ce que j'ai entendu là venant de la salle et aussi dans les différents témoignages. Donc en gros, ce que j'ai constaté surtout, c'était en fait toujours cette individualisation dont j'ai parlé au tout début. En fait, donc on a affaire à une espèce d'hyper-spécialisation aussi dans les
différentes fonctions professionnelles, etc. Donc, ce qui fait que, de fait, on est confronté à un problème de communication entre les différents corps de métier, parfois entre les collègues, etc. Ce qui fait que, finalement, chacun se sent déjà seul en soi, ou ne connaît pas nécessairement non plus ce que fait l'autre. J'ai constaté à quel point, finalement, il y avait vraiment un manque de régulation et de reconnaissance en fait de la souffrance de chacun. C'était impressionnant, je trouvais, de voir à quel point les situations que vous avez exposées se dégradaient en fait au fur et à mesure, et au fur et à mesure que ça se dégradait, au fur et à mesure que vous isoliez, et avec une prise sur soi en fait, donc une espèce d'implosion qui arrive à un moment donné. À aucun moment en fait les trois témoignages, enfin à aucun moment vous n'avez explosé dans la sphère publique ou sur le plan du travail. À chaque fois vous avez pris sur vous, et du coup je me dis peut-être que là quand même il y a quelque chose à faire, et du coup je rebondis sur ce que disait Yves Parent-Antoine. Il y a quand même cette importance de l'arbitrage, de la reconnaissance sociale, ça a été dit à plusieurs reprises, qui passe effectivement par la loi, mais qui passe aussi par une simple reconnaissance des limites de chacun. Donc en gros, encore une fois, c'est une question, c'est pas le conflit qui est gênant en fait. Le problème c'est que, au contraire, le conflit peut être plutôt salutaire, mais c'est problématique en face du conflit. Il n'y a aucune réponse, personne qui finalement répond présent. Donc c'est surtout ça qui m'a le plus frappé, je crois, dans les témoignages ce matin. Merci beaucoup Astrid. Donc pour clore cette série de réponses, nous poursuivrons bien sûr les échanges cet après-midi. Marc Loriol, sociologue. Merci. Alors je voulais rebondir sur une des questions. Quelqu'un qui a dit la violence n'est plus régulée. Et tout à l'heure, il a été dit que les historiens qui travaillent sur la violence montrent que c'est une très bonne chose. Sur le long terme, la violence recule. On est de plus en plus pacifiée. Néanmoins, ça veut dire quoi que la violence n'est plus régulée? Je vais prendre un petit exemple pour l'expliquer. Je travaille un petit peu sur le monde ouvrier, et quand on interroge des ouvriers à la retraite, quand on regarde des témoignages de ce qui se passait dans les années 50, 60 dans les entreprises, il y avait beaucoup de violence, mais une violence qui était socialement régulée et contrôlée. C'est-à-dire qu'elle était dans des sortes de limites qui étaient perçues par le groupe comme faisant sens, ou en tout cas comme étant partiellement acceptables. On pouvait être violent quand on était celui qui avait le savoir, l'expérience, et qu'on formait un jeune à qui il fallait apprendre des savoir-faire, mais aussi des savoir-être, respecter les valeurs du groupe ouvrier, ne pas être ni un lèche-cul ni un tir au flanc pour dire les choses le plus rapidement possible. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est peut-être que ces régulations, le fait qu'il y avait des formes de violence qui étaient perçues comme presque légitimes, parce que faisant partie d'un fonctionnement social que tout le monde reconnaissait plus ou moins comme acceptable, ces formes de régulation sont en train de s'affaiblir. Et c'est pour ça que la violence devient d'autant plus pernicieuse et dure pour ceux qui la vivent, malgré qu'on soit dans un monde plus pacifié. L'exemple du harcèlement moral le montre bien. Dans les années 70, il y a eu des conflits pour lutter collectivement contre des petits chefs qui abusaient de leur pouvoir, et c'était des conflits collectifs. On reprochait à la direction de laisser tel petit chef arrogant et violent impunis face à ces comportements, et même si les gens se prenaient de la violence dans la figure, ils avaient le sentiment que ce n'était pas eux qui étaient visés personnellement, ce n'était pas leur compétence qui était remise en cause, mais c'était une forme de domination sociale qu'on lisait comme de la domination sociale. Si la notion de harcèlement moral a été aussi nécessaire, pourquoi les gens se sont reconnus quand le livre d'Irigoyen est sorti dans cette situation, c'est parce que ça a été dit dans les témoignages, les collègues avaient peur, ou pire encore, se sentaient, parce que la peur, on peut encore l'excuser, la comprendre, se sentaient pas forcément concernés par les attaques qui étaient faites à l'encontre d'un de leurs collègues. Et pour conclure, je dirais, on a évoqué le recours au droit. Le recours au droit, il intervient quand la régulation sociale ne se fait plus et que les acteurs ne sont plus d'accord sur les normes qui doivent régler les comportements des uns et des autres, comme les normes que j'ai expliquées tout à l'heure, qui règlent la violence dans les ateliers des années 50. Quand les acteurs ne sont plus d'accord sur ces normes, on a besoin effectivement de la protection d'un acteur extérieur qui va imposer une régulation et des normes qui n'ont plus forcément cours dans le milieu de travail. Alors merci beaucoup, et je crois qu'il
il me revient en 30 secondes de rappeler que la frustration fait partie des... Ah non, la salle est fermée, on est obligé de fermer. Voilà, donc nous sommes nombreux tout cet après-midi.